Salut à toi, c'est Max, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour analyser ensemble la société Philip Morris International. Donc c'est une entreprise spécialisée dans les produits de tabac. C'est parti du coup. Alors cette entreprise donc relativement importante, avec une capitalisation boursière de 144 milliards de dollars. Donc la capitalisation boursière c'est quoi? Tout simplement c'est si quelqu'un voulait racheter l'ensemble des actions en circulation, il devrait alors débourser 144 milliards de dollars. Et ce qu'on va faire en fait, ça va être comparer cette métrique directement à ce que vous voyez ici, sa valeur d'entreprise, qui est un peu plus élevée, de 211 milliards de dollars. Et en fait, le delta que vous voyez entre les deux, donc ce qui correspond ici à 67 milliards de dollars, en fait, ça correspond à la dette nette de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, en fait, a un certain nombre est endettée auprès de différents créanciers. Et si elle devait aujourd'hui réaliser un chèque en prenant tout l'argent qu'elle avait sur ses comptes en banque, alors il lui resterait 67 milliards à devoir à ses créanciers. Donc les 211 milliards que vous voyez là de l'entreprise value, c'est réellement l'argent que doit en fait une personne qui voudrait à la fois racheter l'entreprise et rembourser l'intégralité de sa dette. Et donc ce qui va être important de voir en fait, c'est ces 67 milliards de dollars, donc cette différence entre la valeur d'entreprise et la capitalisation boursière. Est-ce que ça peut être remboursé en très peu de temps? Et donc ce qu'on va regarder en fait, ça va être directement ici la moyenne du free cash flow sur les 5 dernières années. Donc comme on peut le voir, on est aux alentours des 9 comparé aux 67 milliards de dollars, ça correspond à 8 années environ. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il faudrait à l'entreprise 8 années de free cash flow pour rembourser l'intégralité de sa dette. Bon, ça reste relativement important. Nous, ce qu'on aime bien, c'est vraiment essayer de trouver une dette nette qui peut être remboursée en moins de 5 années de free cash flow. Donc là, on va dire premier point négatif pour l'entreprise. Des indicateurs de rentabilité plutôt intéressants. Honnêtement, je ne m'attendais pas forcément à ça. Mais comme on peut voir ici, donc un retour sur ses capitaux investis donc sur 5 ans là, de 152%, ce qui est énorme. Il y a peut-être un problème dans les calculs de ce site, il faudrait vérifier. Mais sinon, l'année dernière, 40%, donc ce qui est tout simplement fabuleux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'entreprise investissait actuellement 1 euro, alors elle récupérerait 40 centimes, donc ce qui est tout simplement très bon. Donc là, retour sur ses capitaux propres négatifs, donc ce qui veut dire, voilà, si son retour sur les capitaux propres est actuellement négatif et que l'entreprise a un ROIC aussi fort, c'est-à-dire que l'entreprise fait pas mal appel à de la dette. Et c'est ce qu'on a pu voir de toute façon avec son entreprise value juste avant. Et un retour sur ses actifs de quasiment 15%. Ok. Bon, au niveau de ses indicateurs de rentabilité, c'est plutôt pas trop mal. L'entreprise verse un dividende donc à ses actionnaires à hauteur de 7,9 milliards, donc ce qui correspond à un rendement au cours actuel de 5,5%, donc ce qui est relativement important. Et ce qu'on veut savoir en fait, c'est est-ce que le dividende est pérenne ou non dans le temps. Donc on va comparer en fait ces quasiment 8 milliards à son free cash flow encore des 5 dernières années, qui était lui de 9 milliards. Et donc là, quasiment 8 milliards comparé à 9 milliards, et bien là en fait ça fait un payout ratio relativement important. On doit être aux alentours des 85%. Nous, ce qu'on aime, c'est vraiment que le payout ratio soit inférieur à 50%. Donc là, clairement, on ne peut pas dire que le dividende est pérenne dans le temps. Surtout si vous regardez ici, là, juste au-dessus, le free cash flow de cette année, qui lui était en diminution. Donc là, ce qui veut dire que cette année, en fait, quand l'entreprise a payé 7,9 milliards de dividendes, avec un free cash flow de uniquement 7,6 milliards de dollars, alors l'entreprise a dû soit utiliser de l'argent qu'elle avait sur ses comptes en banque, ou elle a dû faire appel à de la dette pour pouvoir payer ce dividende. Donc clairement, ce n'est pas du tout quelque chose que l'on souhaite voir pour une entreprise. Sinon, au niveau de ses marges, les marges brutes de 63%, ok, plutôt pas trop mal, et des marges nettes relativement importantes, aux alentours des 23-26%. Ok. Au niveau de son chiffre d'affaires, donc celui-ci était en croissance. Alors je suis étonné, franchement, pour une entreprise du tabac,
On pourrait s'attendre à ce que c'est un secteur qui est en décroissance. Et bah pour le coup, non. Il y a toujours un petit peu de croissance. Donc ok. C'est peut-être dû à des acquisitions. Il y a de grandes chances, parce que comme on voit ici, là, 29 milliards en 2019, on est descendu à 28, 30, 31. Bon, ça ne croît pas des masses, et d'un coup un bond de quasiment 3 milliards de dollars. Donc c'est probablement lié à une acquisition. Là, on va regarder ça ensemble de toute façon directement. Tac, 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 tac. Ouais, voilà. Juste ici, ce que vous pouvez voir ici, une acquisition de quasiment 16 milliards de dollars. Donc c'est probablement pour cette raison, et comme on peut le voir ici, de toute façon l'entreprise réalise régulièrement en fait des acquisitions, donc il y a de grandes chances que ce soit ça qui booste en fait son chiffre d'affaires. Donc oui, on va dire bon point pour l'entreprise, mais bon, attention quand même. Au niveau de son résultat net, donc là pareil en croissance de 7 milliards 48 à 8 milliards. Ok. Au niveau de son bénéfice par action, il est passé de 4,80$ à 5,15$, donc pas une augmentation très importante, mais bon, une augmentation quand même. Au niveau de ce nombre d'actions en circulation, donc une des métriques qui est très importante à regarder, on veut vraiment en fait que cette métrique soit stable ou en diminution dans le temps. Donc là, on est passé de 1,56$ à 1,55$, donc ok. L'entreprise ne rachète pas beaucoup d'actions, mais en rachète un tout petit peu, donc là ça reste relativement un bon point. Au niveau de son free cash flow, donc on veut que lui aussi soit en croissance, donc il est passé en 2019 de 8 milliards 16 à 7 milliards 64, pardon. Donc là attention. Comme vous pouvez le voir, le chiffre d'affaires et les résultats nets étaient en croissance, cependant le free cash flow lui est en diminution. Donc il est très important de comprendre pourquoi, surtout là, une diminution relativement importante, quand on peut voir ici les 2 dernières années qui étaient aux alentours des, même les 3 dernières années, 9-10 milliards. Là, on descend à 7 milliards 6. Donc ça fait une chute très importante. Donc il est important de comprendre pourquoi en fait le free cash flow a chuté autant, et est-ce que cette chute va continuer ou va s'arrêter pour repartir sur des chiffres des années précédentes aux alentours des 10 milliards. Ok, maintenant la dernière métrique qu'on va voir, c'est la dette long terme de l'entreprise. Est-ce que celle-ci peut être remboursée en très peu de temps? Ce qu'on veut, c'est en moins de 5 années de free cash flow. Donc on va prendre ici ces 9 milliards qu'on va multiplier en fait par 5. Donc on est aux alentours ça va donner 46 milliards. 46 milliards de dollars, on va regarder directement ici son bilan comptable. Et on veut que sa dette long terme soit inférieure à 46 milliards de dollars. On va descendre ici au niveau de la total long term liabilities, 49 milliards, donc on est légèrement au-dessus. Bon, rien de bien inquiétant. Bon, ce qu'on peut voir actuellement, c'est que étonnamment, Philip Morris n'est pas si mal géré que ça. Et c'est une entreprise qui réalise encore de la croissance, pas forcément organique, mais qui a toujours une petite croissance, chose que je ne m'attendais pas. Le seul point noir, à mon avis, c'est son dividende qui n'est pas du tout pérenne. À mon sens, il faudrait que l'entreprise réduise le coupe peut-être de, le réduise de 50% ou voire plus pour repartir sur de bonnes bases. Mais à part ce dividende, l'entreprise semble plutôt pas trop mal gérée. Les analystes, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent? Les analystes s'attendent à une croissance du bénéfice par action, ok. On est autour des, un petit peu moins on est autour des 8%, je pense, d'augmentation annualisée. Et pour la croissance de son chiffre d'affaires, on est ici, aux alentours des 6%. Donc, on va essayer de voir quel est le prix d'achat idéal pour une entreprise comme Philip Morris. Donc il s'attendait, on avait dit, à 5% à peu près, donc on va mettre 3, 4,5, 6. Au niveau des marges nettes, des marges relativement constantes, on va partir sur de 23, 24,5, 26. Au niveau de ces marges sur le free cash flow, c'est plus ou moins la même chose. Elles ont même tendance à être légèrement meilleures que les marges nettes. 25, 27, 29. Maintenant le PR et le PCF. Donc là, un indice moyen tel que le S&P 500
C'est un PER de 15 environ. Et ce PER, on va pouvoir l'ajuster en fonction de deux métriques. La première, c'est est-ce qu'il y a une forte croissance du chiffre d'affaires? Là, autour des 5%, c'est pas une croissance relativement importante. Et est-ce qu'il y a un fort retour sur ses capitaux investis? Donc, comme on peut voir, le retour sur ses capitaux investis est relativement important. Mais attention, regardez à quel point il diminue. Il était de 200% au cours des 10 dernières années, au cours des 5 dernières années, que de 150%. Et cette année 40%. Donc on voit qu'il est en déclin. Personnellement, je n'aime pas voir ça. Donc pour moi, l'entreprise ne mérite pas forcément son premium. On va même être conservateur parce que pour moi, ça reste quand même un secteur qui est en perdition. Donc on va partir sur du 10, 12, 14, 10, 12, 14. Et maintenant, pour le rendement que l'on souhaite, donc on part toujours sur du 12, 13,5 et 15. On analyse tout ça et qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne actuellement que l'entreprise est pas trop mal valorisée, honnêtement. Si vous croyez aux estimations moyennes, donc c'est-à-dire ici une croissance du chiffre d'affaires de 4,5% annualisé, des marges nettes de 24,5%, des marges free cash flow de 27%, un PER et PCF dans 10 ans de 12% et que vous souhaitez réaliser un rendement de 13,5% tous les ans, alors il faudrait acheter l'entreprise, allez, on est aux alentours des 64 $. Qu'est-ce que nous indiquent les chiffres juste en dessous? Il nous indique tout simplement que si vous achetiez l'entreprise à son prix actuel aujourd'hui, donc de 92 milliards de dollars, 92 dollars, et que les estimations par exemple hautes se réaliseront, alors vous réaliseriez ici un rendement de 12,5% par an, ce qui est plutôt pas mal. Alors Philip Morris, c'est une société qui reste relativement intéressante. Pour moi, le seul problème, c'est que si actuellement vous la mettez, elle est intéressante, mais pour moi elle n'est bonne pour personne, dans le sens où si vous êtes un investisseur vraiment sur la croissance, où vous ne voulez pas du tout de dividendes, clairement Philip Morris verse 5% de dividendes, ou 5,5%, je sais plus, un truc comme ça, ça reste relativement trop important pour vous. Votre but, c'est vraiment en fait que la valeur de vos actions augmente dans le temps. Donc clairement, Philip Morris n'est pas pour vous. Et si vous êtes un investisseur en dividende, je veux dire, honnêtement, avec un dividende aussi élevé, avec un payout ratio de quasiment 90%, c'est un dividende qui est pas du tout pérenne dans le temps. Et donc actuellement, si vous achetez cette entreprise par rapport à ce qu'elle vous redonnera en dividende, ça me paraît être compliqué, car il y a de grandes chances que plus tard, en fait, le dividende ne puisse pas être maintenu, ou que l'entreprise, si elle le maintient, fasse appel à de la dette, et ce qui est catastrophique sur du long terme. Donc pour ma part, je passe mon tour sur l'action Philip Morris. Voilà, c'était l'analyse de cette entreprise. N'hésite pas à t'abonner si tu as aimé ce type d'analyse. On en réalise plusieurs toutes les semaines. C'était Maxime, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!